Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux fans de JoJo's et à ceux qui ne le sont pas encore. Bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette émission est placée sous le signe des aventures bizarres des JoJo, autrement connu sous le nom de JoJo's Bizarre Adventures. Ceci est donc la seconde émission consacrée à la dynastie Joestar, mais je le rappelle malgré tout, si vous êtes un expert en JoJo's, un fin connaisseur, un addict de ce manga, nous n'avons pas dessiné cette émission pour vous. Ça va pas vous empêcher de l'écouter, ça vous empêche même pas de la liker. Parce que l'idée c'est d'accompagner un peu la lecture du manga arc par arc, de le débriefer ensemble avec une petite première partie sans spoil, là aujourd'hui dans cette émission, que n'importe qui, lecteur ou non de JoJo's, peut écouter. Puis ensuite je vous avertirai quand on sera dans l'espace un peu plus spoil de cette émission. On en parlait la dernière fois et c'est encore plus à propos pour cet arc, Battle Tendency, mais Araki a déclaré s'être inspiré de deux acteurs et non des moindres pour ses personnages et notamment pour leur musculature. Et ces acteurs ce sont Arnold Schwarzenegger et Stallone. Arnold Schwarzenegger et Stallone. Et je peux même te dire que pour Stallone, il s'est inspiré du film Over the Top pour les vêtements. Qui était déjà sorti à cette époque-là ? Non, j'en sais rien, mais il est vraiment. Il voulait juste le placer. Dans ce film de bras de fer, il est habillé avec un Marcel et des bretelles par-dessus, et ça pour moi c'est full Jojo en soi. C'est vrai. JoJo's Bizarre Adventures est dans la 5ème de couve cette semaine. Préparez-vous, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer, non pas le sang fantôme, mais la tendance au combat, le bien nommé second arc de JoJo's. Armés de leur meilleure répartie cinglante des années 80 et 90, Cagnard et Julie sont là, salut. Salut. Et donc on vient de vérifier pendant le générique, et alors ce qui est parti d'une anecdote fausse, que j'ai créée complètement, comme quoi Araki serait inspiré d'Over the Top, il s'avère que c'est possible, parce que le film est antérieur à Battle Tendency. Donc voilà une info à peu près fiable, à 40% on va dire. Créateur de rumeurs, voilà. De pas grand chose, mais effectivement il a pu voir le film avant que sorte Battle Tendency. Ouais. Comme quoi, tout est possible. Est-ce que vous aimez cette émission ? Eh bien, si c'est le cas, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast, likez, notez et envoyez-nous des tas de messages. Oui, alors juste une précision pour les messages, parce que sur le groupe Facebook, on ne peut pas les voir actuellement, on a un souci et on ne peut pas vous répondre. Donc n'hésitez pas à transférer vos messages soit sur Twitter, soit sur Mais il y a un groupe Messenger maintenant. Il y a un groupe Messenger auquel vous pouvez adhérer directement sur Facebook. C'est encore plus simple que les messages privés à la page. Mais les messages envoyés à la page ne s'affichent pas, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que ça nous fait tourner en rond. Ça, tu cliques, quelqu'un vous a envoyé un message, on clique dessus, ça nous envoie sur une première page, qui nous envoie sur une seconde page, qui nous envoie sur une troisième page. Mais c'est pas du tout disponible, ça. Après, faut leur avouer, on n'a pas payé. Alors non, on n'a pas payé, du coup, forcément, il y a des conséquences. C'est possible qu'effectivement Facebook fasse payer plein de choses. Bref, revenons à l'émission. Celle-ci, comme la précédente, elle a pour but de remettre un coup de projecteur sur JoJo's, un manga qui est connu par beaucoup d'auditeurs, mais qui n'a pas forcément été lu par beaucoup d'auditeurs. Donc, on ne s'adresse pas aux experts et aux incollables en JoJo's, bien au contraire. JoJo's, c'est donc un manga qui a été publié dans les années 80, 87 là pour Battle Tendency, dans le fameux Weekly Shonen Jump. Et il reste dans ces pages donc jusqu'en 2005 où ça change de magazine. À chacune des parties, JoJo's va explorer différents genres. Le début, c'était une sorte de saga familiale mélangée à un roman d'aventure avec beaucoup de fantaisie. Le second, c'est un délire où les combats de mots, les combats de bluff et les combats de pain dans la tronche se mêlent à une espèce d'excentricité des années 30. Et quant à l'histoire de ces deux premières parties, on va suivre d'abord celle de Jonathan Joestar en Angleterre à la fin du 19e siècle. Il est l'héritier de la famille Joestar et il doit affronter son propre frère adoptif Dio Brando qui a obtenu un pouvoir mystérieux grâce à un masque ancien et il veut protéger donc sa famille et le monde contre ce pouvoir destructeur et celui qui le possède. Puis ensuite on arrive quelques dizaines d'années plus tard avec le petit-fils de Jonathan, Joseph, qui se retrouve confronté cette fois à une organisation nazie et aux hommes des piliers, une sorte de race ancienne qui vient d'être réveillée et comme toutes les personnes qui ont dormi très longtemps, ils sont
pas du tout contents. Vous, quand vous dormez très très longtemps, vous vous réveillez, vous êtes pas bien. Ah non, Donc voilà, eux ils sont pas contents, c'est exactement la même chose. Et on change d'ambiance directe entre la partie 1 et la partie 2, Cagnard. Alors moi j'y suis allé un petit peu à reculons, parce que je l'ai déjà lu tout de Jojo il y a quelques années, et là du coup pour moi ces émissions c'est l'occasion de les relire, et c'est vrai que le souvenir que j'avais gardé de l'arc 2, c'est que j'avais pas beaucoup de souvenirs en fait, si ce n'est que c'était vraiment un bordel généralisé. Donc j'y suis allé un petit peu méfiant, tu vois, je fais oh là là, celui-là j'ai l'impression que c'est le bordel, vraiment le bordel, et que pour moi c'était, quand on m'avait conseillé de Jojo, c'était le dernier arc à subir quelque part, tu vois, avant de passer aux vraies bonnes séries, selon la manière dont on me l'avait conseillé. Ouais, parce que c'est pas forcément, c'est pas du tout l'arc le plus détesté, qui est plutôt Phantom Blood, qui est vraiment le premier, celui que les gens en général aiment le moins, même s'il y a bagarre avec certains autres. Mais là, on change quand même, on passe de l'Angleterre, côté un peu distingué, les Anglais, tout ça, aux États-Unis, où direct t'as du coca dès la première page, t'as des espèces de flics véreux, horriblement moches, t'as des personnages exubérants, tu découvres ce héros, Joseph Joestar, avec un look tout à fait improbable, très over the top, oui, qui attaque ces mêmes flics avec une capsule de canette de coca. Enfin bref, il est insolent, il a aucune classe. Il est où on se combat les yeux dans les yeux? Non, rien du tout, lui. C'est pas ça son truc. Voilà, la distinction so-british a totalement disparu dès les premières pages. Eh ben les temps courent, les temps filent. Ouais, c'est ça, il y a presque 50 ans qu'on passait, voilà. Justement, il y a un élément qui est très fort dans la saga de Jojo et dont on n'a pas trop parlé dans le cycle 1 parce que on le voit pas tant que ça, mais c'est vraiment le côté road trip. Et ça va vraiment être hyper important dans tous les autres cycles. La plupart des histoires vont démarrer sur un road trip des personnages. Et tu vois, j'en avais pas vraiment le souvenir pour le cycle 2, mais en fait il commence déjà dans Battle Tendency, genre allez on change le pays, et puis il te le splash le pays, vraiment il te montre tous les mauvais côtés d'un coup, il y a le racisme, la pauvreté, il y a tout vraiment dedans. Ah ouais, là les États-Unis elles prennent cher, prend cher direct. Les États-Unis des années 30 prennent cher direct, oui. Ouais. Mais d'ailleurs, je me demandais d'où elle venait cette envie de montrer le reste du monde chez Araki, tu vois. Au final, je me disais que c'est quand même hyper rare les mangas qui prennent place à l'étranger, tu vois. Et surtout que lui, il se contente pas de montrer vite fait des paysages. Il rentre quand même dans le détail de chaque pays, pourquoi ce pays est connu et compagnie. Je me demande, est-ce qu'il veut éduquer les jeunes japonais qui lisent, tu vois. On a fait une émission pédagogique la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté le savais-tu tel pays. Tu crois qu'il veut te forcer à apprendre des choses? Mais lui c'est très très discret par contre. Lui ça va, la capsule passe vachement bien pour le coup. Oui, c'est clair, parce que la pédagogie est quand même beaucoup moins claire. Déjà là-bas c'est un risque. C'est un risque pour lui. Pour choper le lecteur. Ouais, et dans les années 80, dans le Jump, on disait déjà que c'était un risque de faire Dragon Ball parce que c'était une légende chinoise. On disait qu'au début, Phantom Blood, c'était compliqué parce que ça se passait en Angleterre. Donc ouais, il y avait un petit risque. Après, je crois savoir que Araki a toujours été fasciné par les différentes cultures du monde entier. Ce sont quelque chose des choses qui l'ont toujours intéressé, et c'est pour ça que quand on va à Saint-Maurice, quand on va à tel ou tel endroit, on s'intéresse à des petits points de culture. Ouais, il donne alors pas grand détail, chose, mais c'est des petits backgrounds. Ça va être un petit plus fort au fur et à mesure. Une spécialité locale. Il y a toujours un truc. Puis il a envie d'explorer ces pays. Ça lui permet de donner de la variété à ses personnages, au caractère, au paysage. Oui, ce que j'allais dire, au paysage, pour le coup, évidemment, c'est intéressant. Après, moi, je trouve que c'est le reflet aussi de l'époque à laquelle ça a été fait. Parce que les années 80, c'est quand même la bulle économique japonaise. Il y en avait plein qui en profitaient pour découvrir l'étranger. Certains se souviennent peut-être de voir vu les premiers touristes japonais arriver à Paris, dans des cars entiers, photographier tout ce qu'ils voyaient. Et ils avaient une semaine pour faire toute l'Europe. Ils passaient 2 jours à Paris, 2 jours à Londres, 2 jours en Italie. Enfin, c'était un mode aussi de découverte du monde qui devenait enfin accessible à une grande partie de la classe moyenne, et je pense que c'est ça en fait qui a sans doute alimenté un petit peu ces envies de montrer l'ailleurs, tu vois.
Et puis je pense aussi que ça répond à certains besoins narratifs. On parlait de la manière, enfin Inagaki nous parlait de sa manière dont il construisait ses histoires, qu'il avait d'abord un personnage, puis qu'ensuite il allait trouver un background qui allait coller, etc., que ce soit pour Shield 21 ou Dr. Stone par exemple. Bah là aussi c'était potentiellement pour répondre à des besoins narratifs qui va en Italie. Peut-être qu'il s'est dit ok, j'ai besoin d'un super méchant au début. Ok, il y a les hommes du pilier, ça a un rapport avec le masque, ok, jusque-là ça colle, mais qui pourrait s'intéresser à ça dans l'histoire du monde ? Bah les nazis, ok, donc on va en Allemagne, qui était qui était allié des nazis à cette époque-là ? L'Italie, la Suisse. Voilà, donc tu peux. Suisse, ça aurait été neutre. Oui. oui, non, mais c'est quand même juste à côté. Voilà, c'est juste à côté. Leur histoire est quand même. Non, mais voilà, oui, effectivement, ça répond à des besoins, ça répond aussi à des besoins narratifs. Donc je pense que c'est voilà, pour tout un tas de choses, en tout cas, pas forcément une envie d'éduquer, en tout cas. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça reflète aussi ce qui était dans les préoccupations des lecteurs japonais de l'époque, ou de leurs parents en tout cas, puisque c'était plutôt eux qui avaient les moyens de venir en Europe ou d'aller aux États-Unis et de découvrir le monde, mais vraiment en tant que touriste, quoi, vraiment dans une optique de loisirs et de découverte, de choses amusantes à faire. Donc moi je trouve que déjà dans Battle Tendency on commence directement avec un personnage qui est à l'opposé de son grand-père. Donc tu disais tout à l'heure l'Angleterre, mais c'est aussi l'Angleterre un peu inspirée de l'époque fin du 19e siècle, donc un côté un peu rigide, très un peu froid, quelque chose qui est très droit dans ses bottes parce qu'il y a les institutions, et là on tombe sur Joseph Joestar qui lui n'en a rien à faire de tout ça. Il est à l'opposé de son grand-père qu'il n'a jamais connu, et on se retrouve avec un jeune homme qui a même pas 20 ans, et il est roublard, blagueur, bagarreur, il est filou, il s'en fiche complètement de des valeurs british, de l'aristocratie qu'il est censé incarner ou qu'il est censé avoir hérité de toutes ces valeurs à mettre en avant. Et on sait pas au début s'il est conscient ou pas de cet héritage. Bah, il respecte vachement sa grand-mère quand même. S'il y a une seule personne dont il a peur, c'est elle. Mais il a été élevé aux États-Unis, donc forcément, tu peux pas avoir autant de classe anglaise en ayant grandi aux États-Unis. Ouais, mais je sais. Enfin, tout ça pour dire que il y a une espèce d'élan vers le côté fun de la vie qu'on avait un peu perdu quand même à la fin de l'arc Phantom Blood. Mais qui correspondent aussi à cette époque. Et voilà. Je pense que les années 30, ça commence à se tasser un peu. Hein, la guerre, oui, mais il a 19 ans, tu vois. Donc, mais 19... oui, il est dans la fougue de la jeunesse, dirons-nous. Et tu sens que t'es là pour t'amuser. Et contrairement à la première partie où il faisait vraiment des combats de savate, tu vois. Oui. Il roulait comme ça un peu les épaules en bougeant les bras, c'était des nions dans la tronche, mais voilà, on met pas d'armes, on y va. Là il fait limite des combats de prestidigitation, tu sais, il arrête pas de tricher, il détourne l'attention toujours pour arriver à ses fins, et il fait des trucs totalement biscornus, tordus. Donc dans un sens ça fait quand même des combats très différent du combat les yeux dans les yeux de la première partie, et ça rajoute encore un petit peu à cette fougue, à ce changement d'ambiance qu'on voit d'emblée dans Battle Tendency. Après c'est vraiment un petit peu comme Phantom Blood parce que tout va très très vite dès le début, hein. Je parle du début du manga. Je trouve que par moments c'est un peu maladroit parce qu'il y a beaucoup d'infos à prendre en compte alors que t'es sur le début d'une histoire. Il y a des personnages qui arrivent, tu vas les voir repartir tout aussi vite, tu sais pas trop pourquoi ils étaient là finalement. À qui tu penses Pensée émue pour le petit Smokey, hein, qui passait par là, qui nous a servi nous à récupérer des infos en tant que lecteur, vu que il donne des infos sur la famille de Joestar, mais après ça y est, il est reparti. Il s'est dit qu'est-ce que j'en fais, je l'enlève. Il reviendra à la fin. Moi je titube un peu sur le truc parce qu'on est quand même sur une introduction, et je suis là, oh là là, il y a vraiment plein de trucs et ça va très très vite, quoi. Puis l'autre différence marquante aussi avec cette deuxième partie, c'est qu'il s'agit de la deuxième partie et non pas de la première. Donc c'est-à-dire qu'on part pas dans l'inconnu. On connaît maintenant JoJo's, on a l'impression de maîtriser cet univers, on s'est tapé déjà plusieurs tomes, et là on arrive dans quelque chose et
Et pourtant, c'est complètement nouveau. Mais tu vois, c'est le côté Frankenstein dont je te parle que je trouve que je trouve qui marque un petit peu le début du manga. En même temps, il doit nous rappeler des informations du cycle précédent, mais en même temps, il doit aussi s'adresser à des nouveaux lecteurs. Donc on part sur un premier méchant avec des enjeux. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était un petit peu bancal. Tu vois, Straight, c'est un peu dur de croire en sa trahison, vu que littéralement, tu l'as rencontré il y a 20 pages, tu vois, quelque chose comme ça. Non, il était dans la première partie. Oui, mais là, c'est quasiment un autre personnage. Il a vieilli, tu vois. C'est plus le même personnage. J'étais là. Oh mon Dieu, il a trahi. Attends, t'es qui, toi, déjà? Bon, ok, t'es le méchant. Je t'avoue qu'il y a moyen de l'oublier assez facilement. Bah oui. Surtout que c'était un élève de Zeppeli, donc c'est pas non plus Speedwagon nous avait bien plus marqué, voilà. Quoi. Je pense que si c'était appelé Speedwagon, oui, il y aurait eu quelque chose en plus. Donc, bon, tu sais, je l'ai un peu pris comme ça, ce premier méchant. J'ai dit, oui, bon, ok, de trahison, ça doit être victorien, anglais, quelque part, tu vois. Mais ça rajoute un peu de confusion à tout ça, on va dire. Et malgré tout, partir aux États-Unis dans ces années 30, ça a du sens à plusieurs niveaux. Donc, d'une, il y a une logique dans le récit de continuité. Elle était à la fin de la première partie, elle était sur le bateau et ainsi de suite. Il partait pour les États-Unis, donc on s'attendait à quelque chose comme ça. C'est logique aussi dans l'ambiance qu'il a voulu donner à cette deuxième partie, dans la thématique un petit peu de cet arc un peu what the fuck. C'est logique dans l'éducation de Joseph et dans l'éducation jojoyenne qu'on verra ensuite, ce côté voyage, changer de pays à chaque fois. Oui, c'était déjà un peu l'objectif à la fin de Phantom Blood. Voilà. Ouais. Et puis donc on visite plein de pays. On visite l'Allemagne, on visite le Mexique, on visite Saint-Moritz. Ah, Saint-Moritz. On visite l'Italie. Enfin voilà, on se balade. Venise, attention. Venise, évidemment. Et puis ça, c'est quoi? C'est en Sicile à la fin. Oui, aussi. Mais non, mais c'est marrant parce que en réfléchissant vraiment au lieu, il y a quand même toujours celui des méchants, celui des gentils, tu vois. Enfin, il y a quand même, il reste sur une partition comme ça géographique de son histoire. Et je trouve que voilà, c'est marrant de voir que finalement, c'est des héros qui vont au devant des emmerdes, oui, j'allais dire. Au final, les méchants, ils bougent pas tant que ça. Hein. C'est surtout les héros qui bougent, qui vont les chercher. Tu vois. Et c'est ça qui est un peu étrange aussi. Et tu te dis, encore une fois, ouais, c'est vraiment genre les têtes brûlées, quoi. Allez, on y va. On sait qu'on va se faire laminer ou qu'on a très très peu de chances d'y arriver, mais il faut qu'on y aille parce qu'on a trop d'énergie à brûler ou quelque chose comme ça. Sauf Straits qui lui vient à Joseph. Ouais, mais lui il est vieux et c'est un traître. C'est ça. Mais du coup, c'est lui qui provoque l'appel à l'aventure de Joseph. Sans la venue de Straits, c'est lui qui marque le vrai début de l'histoire pour le coup. C'est ça, c'est le déclencheur, c'est lui qui provoque l'appel à l'aventure et l'appel à la vengeance. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir un peu au fait que ça commence aux USA, moi je trouve que c'est quand même vraiment plein de bonnes idées parce que donc comme on disait tout à l'heure très rapidement, très vite il parle de la ségrégation entre les blancs et les noirs quand Joseph donc prend la défense de Smokey et on se dit peut-être ça va être un nouveau Speedwagon, tu vois, parce qu'il aurait l'étoffe. Ça aurait complètement pu rentrer comme un descendant spirituel. Oui, on va dire. Mais moi je trouve que ce passage il est quand même important parce qu'il montre que malgré tout ce qu'on vient de dire, tu vois, il reste de la noblesse du cœur de la famille Joestar dans, on va dire, les gènes de Joseph. Et en parlant de noblesse, on en découvre une autre dans cette première partie, qui est la noblesse de Speedwagon. Ah oui. Le mec, ça y est, il a fait carrière. Tu vois d'où il sort, de Whitechapel. Il était de Whitechapel. Ouais, voilà, c'est ça, du bled, là, du pire quartier de anglais. Londres. Et il se retrouve aux États-Unis, mania du pétrole, à faire une fondation Speedwagon. C'est incroyable. C'est le mec, le self-made man américain, c'est tu ça. vois, c'est ouais, tout. Et qui a poursuivi le combat, mine de rien, parce qu'il engrange des thunes pour financer aussi les recherches et tout. C'est ça, et on le dira après la balise spoil et à propos de Speedwagon, mais il était aussi important hors de l'histoire qu'on nous raconte. Justement, on va commencer à spoiler. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Cagnard, avant qu'on
qu'on puisse aussi un peu plus parler du récit. Bah, le début, je suis un petit peu en souffrance quand je suis en train de relire ce manga, parce que là, ça ne me rappelle rien de ce que j'ai déjà lu, et je me dis, ouah, attends, va y avoir 7 tomes comme ça, là, avec cette intensité. Tu sais à qui je l'ai pensé ? Je l'ai pensé à Baz Luhrmann. Je me dis, il y a de l'excès. On en met plein la gueule, il y a de l'excès, c'est du burlesque et tout. Mais en fait, je m'adresse aux auditeurs, ça va mieux après. Ça va mieux, ça se calme un peu. Alors moi j'adore Baz Luhrmann et j'adore le début de Battle Tendency. Moi je m'éclate, il y en a dans tous les sens. On se prend pas au sérieux et en même temps c'est cohérent. Ah. Est-ce que je peux dire un petit truc quand même ? Bah, tu peux dire ce que tu veux. Oui, en fait, moi je trouve que le fait que tu parles des couleurs, ça me rappelle que le générique de Battle Tendency dans la version animée, il est vraiment le meilleur de la série parce que ça pète dans tous les sens et c'est vrai, c'est du Baz Luhrmann quelque part. Et tous les sons, de toute façon, les génériques, les openings et les endings de l'animé sont assez bien réussis. Oui, mais là où Phantom Blood, plus que les doublages. C'était très sombre. Tu vois, le côté vieux manoir anglais dans la pénombre, machin. Là, ça pète dans tous les sens. Il y a des étoiles, enfin, je sais pas, il y a un côté très, oui, effectivement, très, on s'amuse, c'est la fête, quoi. Du rock'n'roll, du jazz, il y en a dans tous les sens. Spoilons maintenant dans cette émission. Voilà, si vous n'avez pas lu Battle Tendency, à partir de maintenant on va révéler des éléments de l'intrigue. En tout cas on va pas se gêner, on va pas forcément lister des éléments de l'intrigue juste pour déconner, pour spoiler. Venez, on spoile tout. Mais on va pas se gêner pour le faire. Et donc je vous parlais de Speedwagon et il y a un truc qu'on apprend un petit peu hors champ, c'est que Speedwagon il a fait partie des mecs qui ont tué les derniers vampires qui restaient, parce que il restait des vampires. On se demandait où ils sont passés, et au moment du flashback sur Lisa, oui. On apprend qu'il a participé à tuer des vampires. Et, il a continué la mission. Il a continué la mission, sauf un vampire, et finalement qui tuera George Joestar plus tard. Ouais. Sacré George. Justement, des vampires, il y en a. On a aussi des nazis. On a des blagues sur des vampires nazis, on a des scènes loufoques. On n'aurait pas avec des chevaux vampires. On n'aurait pas une sorte de bascule complètement nanar assumée dans cette deuxième partie. Moi, je trouve que ça devient la grosse farce. Mais vraiment, il y en a de partout. Les idées ne sont jamais assez folles. Comme on disait tout à l'heure, tu veux des vampires, tu veux des mecs immortels, tu veux des nazis, on mélange tout. Ah, on a des chevaux vampires. Enfin, d'où ça sort tout ça. C'est vraiment improbable, d'autant plus que, contrairement à l'arc précédent où t'avais que Dio finalement qui représentait la menace ultime, là ils sont multipliés par 3, 4. Enfin, ça devient n'importe quoi. Ouais, t'as les 4 mecs du pilier, plus les nazis. Ouais, ça fait beaucoup. Plus Straits. Oui, mais à côté, les nazis, ils font pas le figure, excuse-moi, parce que franchement, les mecs du pilier, ils sont quasiment invincibles. Enfin, en tout cas, on te les présente comme tels. Ils ont des pouvoirs que tu peux même pas imaginer. De maîtriser les éléments, de transformer leur corps dans certaines matières qui sont... Enfin, comment dire, ils ont l'air humains, mais ils sont pas du tout humains, quoi, c'est ça. Et je trouve qu'il y a vraiment un paradoxe entre l'importance des enjeux, parce qu'on n'arrête pas de te dire l'humanité va disparaître. Enfin, Speedwagon, il est en mode PLS, quoi. Il dit, mais. C'est pour ça qu'il a fait une fondation, la fondation Speedwagon. Ouais, mais il s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant. Et là, c'est la grosse découverte de se dire, ah ouais, on est niqué, ils sont 3, on va mourir. Et là, il y a quand même ce paradoxe entre les enjeux énormes, la fin de l'humanité, on va, voilà, les êtres du pilier vont se réveiller et ça va être la catastrophe, le cataclysme. Et à côté de ça, t'as Joseph Joestar qui est là, genre, je fais des tours de magie, tu vois, et il y a une espèce de ton qui est complètement désinvolte, complètement, voilà, on se marre, tout va bien se passer. Et ça va continuer sur les 8-7 tomes de tout l'arc, quoi. Alors après, je suis pas sûr qu'on va prendre vraiment ça comme une farce, parce que Araki, tu vois que pour lui, tout est très sérieux. Hein. Mine de rien, quand il parle de ségrégation, il dénonce quand même quelque chose. Pour moi, il n'y a pas vraiment un côté fête ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si tu regardes bien dans ce début de manga, il n'y a que Jojo qui joue au compte tous les autres personnages. Ils prennent vraiment très au sérieux ce qui se passe, voire ils vont aider Jojo à prendre conscience aussi de ses responsabilités. Mais il n'y a que Jojo qui est vraiment désinvolte, c'est n'importe quoi. Tout le monde est très sérieux dans ce manga. Ouais, mais Joseph, il fait ça pour comme une barrière.
Tu sais que on est nombreux à utiliser l'humour comme barrière. C'est le sentiment que ça me donne, c'est-à-dire que même dans la folie, même dans des enjeux très lourds, il va utiliser l'humour pour se protéger lui-même. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'il a construit ce personnage, tout en voulant faire des clins d'œil à plein de films d'action, des nanars un peu cultes, parce que le scénario en lui-même, il a rien à envier à ce qu'on on va appeler des nanars cultes, mais c'est pas forcément plus des nanars. On utilise ce mot parce que voilà, c'est pas un terme négatif, c'est plutôt une manière de faire passer un peu cette idée. Mais si on réfléchit un instant et qu'on récapitule les grandes lignes, il rencontre des nazis qui lui en veulent, qui veulent récupérer les masques pour s'approprier le pouvoir. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, finalement, ça marche pas parce que les hommes des piliers sont plus forts que les nazis. Donc, Joseph doit s'associer aux nazis, dont le chef est mort 2 ou 3 fois et revient en cyborg. C'est vrai que le cyborg, je trouve que ça fait très nanar quand même. Revient en cyborg nazi. Puis finalement, il se retrouve face à des mecs qui lui disent « Ok, t'es fort, mais je sens que t'as du potentiel. Allez, je te donne 1 mois pour t'entraîner, histoire qu'on se batte un peu à armes égales et tu verras qui c'est le plus fort. » Il part s'entraîner, il apprend, il a des nouveaux pouvoirs. C'est du film d'action des années 80, quoi. Après, de toute façon, je pense que déjà, c'est très difficile d'intégrer des nazis dans une histoire sans être soit un film historique, soit un nanar. Directement, tu vois. C'est comme si tu rentrais automatiquement dans la case nanar. Et évidemment, tu fais bien de redéfinir un petit peu le nanar, parce qu'il y a une différence entre le bon et le mauvais nanar. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des nanars qui ont été faits avec des réalisateurs qui croyaient en leur histoire. Après, plus tard, il y a eu des nanars qui ont été faits genre Sharknado et je sais pas quoi, où là, les producteurs véreux savent très bien ce qu'ils font, vont faire exprès de mettre des scénarios complètement lunaires ou qui n'ont rien à voir, et jouent sur ce truc de ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est fun. Non, Jojo, je pense que on est dans un mec qui croit vraiment dans ce qu'il raconte. Il est pas en train de se dire ouais, je vais faire la pire histoire du monde, tu vois, et ça va faire kiffer les gens. Non, tout est motivé. Oui, non. C'est-à-dire que même la débilité de Joseph, elle est finalement motivée, elle est construite dès le début dans l'histoire. C'est pas un truc qui arrive comme ça de n'importe où il change de caractère du jour au lendemain. Tout est super cohérent au milieu d'un what the fuck, mais c'est complet, mais c'est au milieu d'un what the fuck, quoi. Après, moi, je trouve que, tu vois, les pouvoirs qu'il va développer, et donc on avait vu un petit peu à la fin de Phantom Blood, les pouvoirs de l'onde. Là, on arrive dans un stade où c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucune... Enfin, déjà, avant, on se disait, ouais, il n'y a plus de limite. Mais c'était plus de limite au torrent d'énergie qui allait être employé pour combattre le mal, etc. Et là, c'est que la logique, la physique, non, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, il n'y a pas de barrière. Et tout devient possible. Mais vraiment tout. Ouais, mais c'est le truc des mangaka, tu sais, d'être un peu piégé par ces idées de pouvoir. Parce que son idée d'onde, elle fonctionne, comme le nen fonctionne dans Hunter, comme les pouvoirs fonctionnent dans, je sais pas, dans Jujutsu Kaisen, mais à un moment donné, tu te retrouves un peu, bloqué, un peu piégé par ton propre pouvoir et par ses limites, et par l'envie que t'as. Et donc, du coup, ouais, ça part un peu en live, quoi, évidemment. Et je pense qu'il y a un autre élément qui peut donner ce côté un petit peu nanar, on va dire. J'imagine que le dessin, il joue pour cet effet nanar. Est-ce que vous avez déjà remarqué la différence de traitement au niveau du dessin sur les personnages qui sont impliqués dans l'action et les passants et les gens qui n'ont rien à voir? Il les dessine très normalement. Par contre, dès que c'est un personnage qui va arriver dans un plan vraiment actif, type les policiers, il faut qu'ils soient difformes, qu'ils aient une position bizarre, mais il garde ça vraiment pour ses personnages principaux, quoi. Mais en même temps, il a fait évoluer son trait entre Phantom Blood et Battle-Tendency, au point que même aujourd'hui, dans une interview il y a quelques années, il disait qu'il serait incapable de dessiner Jonathan aujourd'hui. Mais il y a des gros plans qui sont vraiment magnifiques pour le coup, des gros plans de tête de perso, tu vois, où j'étais là, attends, là il maîtrise vraiment, tu vois que s'il veut faire, il fait vraiment très bien, mais mine de rien, sur tous les autres dessins, voir les positions, on voit qu'il force le trait de ses personnages et que c'est voulu, c'est complètement voulu de sa part.
Surtout, évidemment, les positions, les JoJo poses, ça commence déjà, dans Mortal Tendency, il y en a. Moi, ma plus grande énigme, ça reste les vêtements. C'est un grand mystère, j'ai pas réussi à capter comment ils étaient habillés. Ils sont tellement musclés que les vêtements n'ont aucune coupe. La seule coupe qu'ils ont, c'est les muscles des gens. Et tu vois, je me demandais, avec ce côté vraiment too much, je me demandais s'il y avait pas, une sorte de petit côté catch qui pourrait évoquer ce côté théâtral à outrance, parce que tout est théâtral dans JoJo. Il y a vraiment rien qui est discret, tout le monde hurle, tout le monde bouge bizarrement, très posing au final. Et je me suis dit, le catch, c'est quand même un sport qui est c'est un sport à succès au Japon depuis longtemps. Du coup, je me demandais s'il y avait pas un petit truc comme ça, une petite vibe catch dans ce côté théâtral, quoi. Au Japon et aux États-Unis, en fait, dans les années, c'est vrai, dans les années 80, le catch était déjà réputé dans le monde entier. Après, c'était peut-être pas aussi autant scénarisé qu'aujourd'hui, autant scénarisé qu'un manga. Moi, j'ai l'impression que s'ils faisaient ces posings, s'ils leur donnaient ce côté théâtral, c'était pour donner du caractère, pour donner de la personnalité un peu plus facilement. Un personnage qui est théâtral, comme Jonathan finalement dans Phantom Blood. Du coup, ce côté théâtral, ça lui donnait une espèce d'aura de chevalier blanc qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été aussi théâtral. Et là, c'est un petit peu la même chose pour Battle Tendency. Puis au fur et à mesure, ça devient son style. Il y a aussi l'ego de l'artiste, tu vois. Genre, j'ai envie d'imposer quelque chose, j'ai envie de mettre ma marque dans le manga. Ça, comment ce que je fais fonctionne. On m'a donné l'opportunité de continuer. Au fur et à mesure, il a envie d'imposer son style, sans compter qu'en plus, il a toujours été inspiré par des œuvres classiques qui nous viennent d'Europe, et pas n'importe lesquelles. Gauguin, le maniérisme, Klimt, quand tu regardes, tu vois, des portraits, des dessins d'humains par Klimt, il y a une espèce de petite filiation, puis il a toujours aussi adoré Michel-Ange. Oui, et du coup, au niveau des posings, effectivement. on était pas mal aussi, quoi. Moi, je trouve que dans les livres, là, j'avais oublié que dans les interchapitres, il y avait aussi des petits croquis à chaque fois, qui sont magnifiques, parce qu'ils font vraiment penser aux croquis de mode. Il les prend dans des poses, et t'as vraiment l'impression de regarder une espèce de magazine de mode avec différents mannequins qui strike the pose. J'étais super contente de voir ça, parce que ça montre vraiment aussi à quel point, à chaque fois que tu lis un JoJo, c'est vraiment plongé dans un bain culturel, mais hyper bouillonnant, quoi. Bien sûr, et en plus, vous le remarquez avec les noms des personnages, il est aussi fan de rock et de glam rock. Oui. Et en termes de vêtements, de style, dans les années 80, 70, même encore avant, oui. En termes de style de vêtements pour tous ces groupes. Ouais, c'est vrai que s'il a puisé là-dedans, s'il allait du côté glam et tout, ça se reconnaît, ça se voit dedans, et du coup ça doit être exubérant. Et comme, même les coupes de cheveux, tu vois, un groupe comme, je crois que c'est Cars, qui est un groupe de New Wave. Ils avaient des grosses perruques. Ouais, je crois qu'il y a une espèce de coupe de cheveux très improbable, je sais plus, je les confonds, mais voilà, et puis même Wham, hein. Wham, ça, pour le coup. Là aussi t'es bien au niveau des looks. Alors là, au final, c'est bizarrement avec l'homme du pilier que je commence vraiment à prendre au sérieux le manga, tu vois. Parce que quand on commence à connaître la menace de l'homme du pilier, en fait, le manga se pose, tout simplement. Il se pose pour t'expliquer un petit peu le contexte de tout ce qui se passe. Et puis ça te donne une vraie première menace, pour le coup, parce que la première menace, moi j'avais un petit peu du mal, mais là ça me donne une vraie première menace qui va en plus enclencher la suite du scénario et qui va nous donner les enjeux qui en découlent. Du coup ça y est, là je suis dedans, je suis à fond, et même le combat je l'ai trouvé très très cool. Et plus ça avance, plus cette menace, elle ressemble à celle à avoir la vibe d'un film d'action des années 80. Tu pourrais aller, je sais pas, sur Commando, tu pourrais même prendre dans Conan pour rester avec Schwarzenegger. Tu sais, t'as cette vibe des films des années 80, les hommes du pilier, tout ça, je trouve qu'il y a vraiment un emballage parfait, quoi. Et tu vois, au final, il a peut-être même surpassé ce truc de film américain des années 80, tu vois, même 90, avec les duos de flics. Lui, il a fait un duo avec un nazi. Qui fait ça, tu vois? Qui fait un duo avec un nazi? C'est quand même
hyper malin de nous sortir un personnage nazi qui, par essence, sera toujours le méchant de l'histoire et de ne pas le cantonner uniquement à ce rôle-là. Ça te fait forcément regarder l'histoire, tu vois, d'un autre point de vue d'un auteur japonais. Et je trouve que c'est un vrai risque de faire en sorte que le personnage nazi, ça devient le best bro qui va se sacrifier pour le héros, tu vois. C'est-à-dire que à cet endroit-là, sans le nazi, pas de victoire. Et je connais pas de beaucoup d'histoires qui mettent en avant les nazis comme ça, tu vois. Sauf que c'est un Stroheim qui a changé. Oui, bien sûr, mais parce que ils peuvent changer. Oui, bien sûr, parce qu'ils peuvent changer. Mais c'est Joseph qui l'a fait aussi, qui l'a fait changer peu à peu. Et puis en même temps, à ce moment-là, dans l'histoire du monde, en théorie, les nazis, c'est pas en théorie, les nazis sont pas encore auteurs d'un génocide à ce moment-là. Mais c'est des gens qui s'organisent très bien, en tout cas à ce moment-là. Évidemment, c'est pas les gens les plus fréquentables du monde, très clairement, mais là, ils ont encore rien fait à très grande échelle, chose qu'ils vont faire après. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il s'est permis de le faire. Après, j'essaie de trouver des justifications à ça, hein, mais en soi, c'est intéressant d'avoir un perso comme ça, tu vois. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout pour des lecteurs de 2020, tu vois. De voir un nazi, ça te met forcément dans un mood bizarre, tu vois. Il y a un nazi qui arrive, bon, bah, c'est le méchant. Ah bon ? Ah non, il a un cœur, le nazi ? C'est hyper bizarre, moi, ça m'a dérangé, mais de manière positive dans ma lecture. Et puis il est surtout un cyborg nazi. Et pour revenir, bon, alors là c'est le nanar absolu, mais oui c'est un cyborg nazi évidemment. Parce qu'il meurt combien de fois ? 3 Ouais, je crois, 3 fois. Mais après, moi j'ai été très dérangée aussi par j'avais oublié qu'il y avait les nazis. Et sois pas copain avec les nazis. Et je pense que j'ai lu au moins 2 ou 3 tomes au pied de la lettre. Vraiment, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais là, faut préparer l'émission, donc j'étais très sérieuse, je prenais des notes, et puis au bout d'un moment, je vais... Ouais, là, il faut que j'arrête de prendre les choses sérieusement. Arrête de prendre des notes dans la lecture. Et là. je me suis dit, il faut décrocher un peu. Faut décrocher un peu. On pousse au cerveau. Et puis, effectivement, tu sais que ça va être un film. Tu sors ton seau avec du popcorn dedans et tu pioches parce que sinon, ton cerveau, il peut pas suivre la cadence. C'est un peu ça, c'est Popcorn Battle Tendency. L'image la plus popcorn et la plus débile qui soit, c'est l'attaque spéciale. La spéciale de Joseph, c'est quoi ? Se barrer en courant. On court. Mais même celle-ci, c'est une technique spéciale, tu vois. C'est pas juste on court. Oui, parce qu'on est dans un manga, donc à un moment donné, il faut que la technique spéciale, faut qu'il y ait des techniques spéciales. Et donc, comme lui, il en a plein et qu'il les invente au fur et à mesure, parce que le mec invente tout le temps des techniques. Il en fallait une mythique, et c'est la fuite, la fuite. Et malgré tout, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Enfin, si, j'en ai touché 2 mots en parlant de combat de prestidigitation ou de bluff. Mais avec Battle Tendency, comme on est popcorn, comme on est un peu Hollywood, comme on est tout ça, bah on se retrouve dans un manga de baston bien plus que dans Phantom Blood. Ah oui, et puis c'est pas la savate comme tu disais tout à l'heure. Là. Oui, puis c'est même plus classique, ouais. Alors attention, on va se mettre d'accord tout de suite. Un affrontement dans JoJo, ça ne sera jamais classique. C'est toujours du combat de petits malins. Voire j'ai même vu une évolution dans Battle Tendency. C'est un combat à celui qui sourira le dernier. C'est vraiment, t'as ce bon vieux truc de sourira bien qui sourira le dernier. Et là, il y a un échange à un moment entre Jojo avec Joe pendant un combat où il fait mais pourquoi tu es en train de sourire ? C'est moi qui devrais sourire vu qu'a priori je vais gagner. Oh non, il sourit, c'est qu'il a une idée en tête. Je me suis dit ok, combat de sourire, vraiment. On peut faire ça passe. Après, je pense que ce qui aide aussi à ce que ça se stabilise un peu, c'est que, en tout cas, moi j'ai trouvé, à partir du tome 3 de Battle Tendency, le style est enfin un peu plus stabilisé. C'est-à-dire que quand tu ouvres le premier tome, tu vois donc Smokey, la rue américaine surchargée, machin. Les 2 flics très moches. Les 2 flics très moches. Il y a même des erreurs de dessin et tout. Il y en a. Et c'est gras, et tu dis le popcorn, j'aurais pas dû, tu vois. Pourquoi faire beurre et sucre ? Exactement. Avec un goût fumé popcorn. Mais non, là, c'est à partir du tome 3 que la lecture devient enfin plus fluide. Tu reconnais les persos, enfin, vous dire ce qu'il y a, parce qu'ils changent de fringues, ils changent de pose, machin. Et là,
l'enchaînement aussi des mouvements, tout ça, et devient quand même un peu plus lisible. Donc ça aide quand même à mieux comprendre les enjeux des bagarres, et parce que, comme on disait aussi tout à l'heure, c'est des prestidigitateurs, donc il y a des trucs que tu vois pas, c'est forcément hors cadre, et ça arrive pop comme ça d'un coup d'un seul. Donc faut vraiment que le dessin puisse t'aider à lire l'action qui se passe. Alors c'est vrai que la lecture devient plus fluide et vraiment ça fait du bien à ce moment-là du manga, je veux dire. Ouais, là t'as l'impression que tout est rangé dans ces petites cases, tu vois, il a rangé ses jouets, donc on a les forces en puissance, le déficit de puissance en faveur des héros qui ont l'air vraiment nuls par rapport aux hommes des piliers. Cavernes. T'as l'amitié et la concurrence, bam, on est dans le shonen, ça fait plaisir. Et t'as le compte à rebours mortel qui pour le coup m'a fait un petit peu penser, là je me suis dit on est à Saint Seiya quoi, faut aller sauver Athéna avant que le compte à rebours finisse. Attends, mais il y a même un combat de tournoi, il y a même une sorte de jeu quoi, quand il y a les chevaux vampires dont on parlait. Ah mais oui. Mais là c'est les jeux du cirque. C'est les jeux du cirque, c'est le péplum. C'est équivalent tournoi, ouais. Alors ils s'amusent à faire du péplum façon JoJo's. Mais oui, mais pas péplum Hollywood. Enfin, ouais, il y a la foule, il y a le décorum qui va avec. Mais quoi. c'est une des parties qui m'a fait le plus rire. Quand ils commencent à faire le tour avec le coup. En plus il y a des règles. Hein. À chaque tour, t'as une arme qui apparaît. Le premier qui prend l'arme gagne. Non. Lui, il prend le marteau, il est content, il est bien parti. Derrière, qu'est-ce que fait Wham? Il prend le pilier. Et le décor alors. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, c'est même cette petite partie combat tournoi avec des vraies règles, ça m'a plu. Et puis on enfonce encore le clou au niveau du road trip. Chaque action nécessite de changer de lieu. Parfois, ça m'a vraiment fait un petit peu rire parce que t'as l'impression que c'est même pas nécessaire de faire un voyage. C'est juste nique la planète. Notre bilan carbone, on s'en fout. À l'époque, dans les années 30, ça existait pas. Ils voyagent littéralement pour voir quelqu'un ou pour discuter avec quelqu'un. En fait, je crois qu'ils veulent juste montrer des endroits et montrer un maximum d'endroits différents. D'ailleurs, il y a un petit style jeu vidéo qui se dégage. Tu sais, un peu genre, tu changes le biotope à chaque niveau. T'as le niveau du désert, le niveau du monde de la glace. Tu vois, et voilà, et il change comme ça de biotope quand il veut. Et ça nous fait des très jolis décors à découvrir avec le trait de Araki. Il y a un truc qu'il a gardé, qu'il avait des Phantom Blood, mais qui garde là et qui, on le comprend très vite, va le garder pendant tout le reste de JoJo's et les arcs suivants, c'est le rôle de la transmission. C'est cher au manga de baston initiatique. Mais ici, il prend une ampleur vraiment intéressante. Et d'ailleurs, c'est tous ces liens familiaux qui vont faire basculer le manga dans quelque chose digne d'une saga épique, comme les grands romans de fantasy ou les sagas de drame familial. Ça donne un intérêt, parce qu'on a envie de voir les rapports entre les personnages. Et comme on est dans une saga familiale, on a envie de voir ce que vont faire les enfants de cet héritage. Et c'est vraiment l'un des sels essentiels de JoJo's, en tout cas une des motivations, cette question de l'héritage, qui me donne moi envie à chaque fois d'aller plus loin, d'aller dans l'arc suivant. Et d'ailleurs c'est marrant parce que ce truc d'héritage je l'avais un petit peu perdu au début du manga, si ce n'est que je suis censé connaître ces personnages parce que c'est des héritiers, mais du coup il y a un moment dans l'histoire où César, je trouve, il ramène cette notion d'héritage, de poids sur les épaules, et d'un coup tu vois le récit devient plus dramatique, et il y a un passage qui est assez touchant je trouve, et d'un coup d'un seul on te le ramène à la gueule comme une réalité que t'avais un petit peu oubliée. Je trouvais ça assez bien fait. C'est ce flashback de César qui déclenche un petit peu aussi toute la fin, tout le final un peu. Tout l'arc final. C'est ça, parce que donc il fait son combat final, il périt. Et elle est belle la mort, elle est belle la scène de mort. Elle est belle, et puis il y a toute son histoire qui est très belle aussi. On en apprend un peu plus sur qui est son grand-père, avant ensuite d'être mis en miroir avec qui est la mère de Joseph. Qui a entraîné César et ainsi de suite. Tout se recoupe super bien en fait. Alors que moi j'avais un peu l'impression qu'ils avaient oublié ce truc, tu vois. Et d'un coup d'un seul, ça donne une belle structure, une belle tonalité en fait au drame qui se passe dans la famille de Joestar. Et puis ensuite, t'as en face ces hommes du pilier qu'on apprend qu'eux aussi ont une histoire particulière.
Oui, alors eux, leur histoire, tu mets un peu de temps à la découvrir parce que tout le monde les appelle les hommes du pilier et tout. Et j'avais un peu. Qu'à la toute fin. Hein, oui, c'est ça. Moi, j'avais un peu l'impression que tout le monde les connaissait sauf moi. Genre, j'étais Eren dans l'Attaque des Titans, tu vois. Non, mais dites-moi en plus. J'aimerais bien savoir d'où ils viennent. Et puis évidemment, t'as ce truc un peu de la dualité entre les hommes du pilier qui eux vivent depuis éternellement longtemps et qui veulent même maintenant sortir. C'est toujours le truc des vampires, ça de toute façon. Ils veulent sortir pendant la journée. Alors que du côté des héros, tu vois qu'on est moins sur ce côté vivre éternellement et plus ce côté héritage de faire passer des valeurs de sa famille et compagnie. Oui, et surtout, il faut sauver le monde du vampirisme. Quoi. Oui, c'est ça. Après, peut-être ils auraient fait une meilleure société. Hein. Je sais pas. C'est possible. Ah, non, alors, c'est pas leur motivation, c'est quand même la vengeance. Hein. Ouais. Le pouvoir et la vengeance. Donc, je suis pas sûr qu'ils auraient... Oui, mais Jojo aussi. Joseph aussi, oui c'est vrai, Joseph aussi, tu as raison, parce que Joseph il est quand même motivé aussi par la vengeance. Alors il y a quand même le fait de sauver le monde, mais oui. Mais lui aussi d'ailleurs il le prend un peu moins au sérieux ce truc d'héritage, et dès qu'il y a l'arc avec César, là tout d'un coup t'as l'impression que ça lui revient à la gueule, genre l'héritage de nos grands-parents et tout, faut que je m'en souvienne. Noblesse oblige. Hein. Non, mais après, c'est vrai que moi, ce qui me différencie vraiment les hommes du pilier, on les appelle comme ça, hein, et on va dire les gentils, c'est que pour l'instant, en tout cas, Joseph n'est pas animé par son désir d'être le plus fort. Enfin, il y a quand même une suprématie qui est quand même vraiment très très forte chez les hommes du pilier qui, rappelons-le, considèrent que le reste de l'humanité c'est un garde-manger. Donc il y a aussi ce truc où tu te dis quand même ils ont pas l'air, mais ils sont ultra bagarreurs. Il faut qu'ils soient des guerriers. C'est là où ils mettent leur principale valeur. Et puis finalement, ce qui va les perdre, c'est leur soif d'honneur à la guerre, quoi. Et parce qu'ils ont été joueurs aussi. Ouais. Oui, parce que s'ils avaient voulu écraser, c'est qui, c'est ACDC ou WAM qui donne un mois avec la bague? C'est ACDC. Ouais. Qui leur dit non, mais allez vous entraîner. Ouais. J'ai besoin d'un ennemi stimulant. Je suis tellement fort, moi. En plus, on sait que ça finit toujours bien quand les personnes ils font ça. Vas-y, va t'entraîner. Tu m'étonnes. D'ailleurs, dans les hommes du pilier, il y a toute la phase de transformation de Cars, parce qu'à un moment donné, il est homme de l'ombre, il est chef, il va un petit peu fouiller du côté des nazis, voir ce qui se passe, puis finalement, il devient le combattant, il se met dans la mêlée avec Lisa, et puis à la fin, transcendance suprême, il devient la nouvelle forme de vie ultime que même le soleil ne peut pas tuer. Alors si même le soleil ne peut pas le tuer. C'est cauchemardesque. Et c'est presque la fin de Demon Slayer. Aussi, sans c'est vouloir vrai. Spoiler non plus. Ah bah t'avais mis une balise spoil, t'avais juste pas prévenu que c'était pour tous les mangas. Et tous les films aussi. On va vous donner la fin de Princess Bride. Ouais. Oui, mais du coup, pardon. Mais moi, je pensais à ce qu'on disait sur le manga de baston plus classique, mais il n'y a pas que le déroulé de l'histoire, il y a aussi le fait qu'il y a des personnages qui interviennent beaucoup plus comme des marqueurs de shonen du Jump en tout cas, puisque tu as quand même donc un maître, donc Lisa et César, enfin je suis embêtée, je sais pas s'il faut dire Cesare à la japonaise / italien ou César. Moi je dis César. César. Tu dis Zeppeli. Après, mais non, parce qu'il y a le grand-père. Pour moi, Zeppeli, c'est le baron, tu vois. Enfin... T'en fais pas, il est mort. Ouais. Bah, César aussi, du coup. Oui, ouais, c'est bon, tranquille. Mais bon, tout ça pour dire, il y a donc quand même César qui va devenir le pote, enfin le super copain le comment on dit, le codisciple, qui est le rival, et puis en fait qui va devenir genre le frère qu'il a jamais eu, quoi. Enfin, le frère d'armes. Et je trouve que c'est quand même ça aussi, ça participe beaucoup au fait de se dire ça y est, on retrouve un chemin qu'on connaît mais qui est un peu moins accidenté que celui qu'il nous propose depuis le début. D'ailleurs, le rôle de César est assez marrant dans le sens où c'est le frère d'armes, c'est le sidekick qui est plus fort que lui au début, qui le dépasse au début. C'est l'opposé. Il reçoit, voilà, il est dans plusieurs schémas qu'on retrouve dans de nombreux mangas, sauf que tous ces nombreux mangas sont des nombreux mangas à rallonge. Et sauf que ce que fait JoJo's Bizarre Adventure, c'est qu'il cut. Ouais. C'est qu'il cut. Et donc il peut se permettre beaucoup plus vite, comme il passe de génération en génération, de tuer des personnages
chose qu'il n'aurait pas pu faire si ça avait été une seule série au long cours, avec un arc et le même personnage qui suit. Le fait d'être dans une dynastie et de changer de héros à chaque fois, ça lui permet plus facilement de tuer des personnages, et en ça c'est intéressant, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il peut se permettre de faire un Stroheim qui était le méchant, je suis le méchant nazi, qui devient gentil, et tu remarques que comme dans tous les mangas, quand il devient gentil, il perd en puissance. Il perd un peu de puissance, évidemment. Il devient cyborg. Et en plus, là, il devient cyborg. Mais cyborg complet, hein, quand même. Oui. Ouais. Avec plein de gadgets différents. Vous aussi, achetez le cyborg nazi. Avec les rayons ultraviolets. Tout est parfait avec Stroheim. Oui. J'ai pas de figurine Stroheim. Non, je crois que c'est pas possible de la designer. Ouais, non. Non, mais même une imprimante 3D, tu vois, frérot, je lâche l'affaire là. C'est compliqué. J'avais vu sur internet, je sais plus où, que Stroheim avait pu inspirer les créateurs de Street Fighter pour le design de Guile. Ouais. Ouais, c'est pas faux. En même temps, si tu m'avais dit Dalsim, j'aurais dit, ah bon. Bon. Eh ben, en parlant des personnages, il y a aussi le personnage de Lisa. Hein, je sais qu'elle est pas très populaire, mais pour moi, je trouve que c'est quand même le vrai perso féminin de la série, parce que c'est ok, il y avait Irina, bon, mais c'est quand même un personnage qui est très en retrait. Maintenant, en plus, elle a 50 ans dans la vue, c'est une grand-mère, elle passe sa journée, on sait pas trop, à attendre que les choses se passent. Et là, on a quand même un rôle féminin qui, en plus, est important, actif, et c'est quand même elle qui va transmettre son savoir à celui qu'elle sait être son fils. Est-ce que c'est pas le premier personnage féminin qui maîtrise l'onde ? Bah peut-être aussi. J'ai bien l'impression. C'est possible, c'est possible effectivement. Puis il y a cette petite révélation qu'on nous. À quel moment vous vous dites, parce que on apprend, c'est comment dire, j'ai perdu, c'est progressif. L'histoire, ce qu'on apprend de Lisa, au début on la rencontre. C'est juste la fille, la disciple de. Oui, c'est juste le maître de César. Ensuite, c'est la disciple de Straight. Oui. Straight qui a été tué par Joseph, alors que compliqué. C'était un petit peu son père spirituel. Aïe. Ensuite, on apprend que c'est le bébé du bateau. Oui. Le bébé qui était avec Irina et donc qui a grandi avec Georges, qu'on ne voit pas. C'est ça. Et ensuite, on apprend donc que c'est la mère de Joseph. Et en plus, c'est marrant toute cette révélation progressive. On l'apprend, mais genre vraiment, c'est Smokey qui arrive, donc vraiment à la toute fin, et qui lâche ça genre à la dernière case de la dernière bulle de la dernière case, et après tu fais et il faut que tu enchaînes sur le tome d'après, sinon t'as pas les infos quoi. C'est clair. Après, j'avais envie de rire quand tu parlais de c'est le perso badass du manga. Ah non, c'est pas. Enfin, si, un petit peu. Si, mais après, en fait, je pensais en miroir au personnage inverse du personnage le plus badass du manga. Je pensais à Suzy-Q. Ah oui, la servante, enfin la servante. C'est sa domestique, voilà. Oui, c'est la domestique de Lisa, mais avec qui Joseph va se marier. Oui, et là tu fais il y a aussi un petit peu de perte. Ouais. Il s'est amusé, avec ce personnage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, t'as le génie de Araki qui va apparaître ici, là, dans l'écriture, dans les designs, et c'est pour ça que cet arc, on peut en parler pendant des heures en fait, si vraiment on s'arrête sur plein de petits points précis du manga, mais il apparaît pas souvent comme l'un des meilleurs, mais plutôt comme l'un des meilleurs des autres arcs. Oui. C'est genre le meilleur des autres. C'est pas c'est pas le top 3, mais c'est le meilleur des autres derrière. Tu sais, il a toujours une petite place pour chaque personne. Bah, c'est l'arc avant. J'imagine qu'il a une position un peu bizarre. Et puis je t'ai dit, la manière dont moi on me l'avait présenté, c'était pas passe rapidement, mais ce qu'il y a de mieux arrive après. Et c'est vrai qu'à partir du moment de toute façon où t'as conscience que les stands existent, c'est tout en tant que lecteur. Même moi, je sais pas si ça vous est arrivé pendant la lecture, mais je cherchais les petites occurrences au stand, tu vois. Il y avait le personnage de vent qui contre qui ils se battent, où il était là, ça ressemble un peu à un stand, ça, quelque part. Donc forcément, ça biaise un petit peu ta lecture, parce que t'es en attente d'un truc qui ne viendra pas dans ce cycle de toute façon. Et je comprends qu'il ait une position particulière, parce que même, je pense, d'un point de vue de tous les personnages principaux de la saga de l'Au-de-l'eau, j'ai l'impression que c'est vraiment là que le visage se définit, tu vois, qu'on a vraiment les traits qui vont rester à travers les sagas. Et même si tu regardes la dernière armure que se fait Cars à la fin du manga, elle a déjà dans le design, elle a un truc
qui va rappeler un peu les stands. Ouais. Oui. Mais j'ai dit, t'es obligé de regarder, de fouiller un peu à droite à gauche, voir si tu vois, tu sais, s'il a pas laissé un indice. Il a foutu tellement de bordel, tu vois, que Bien sûr. suffit de soulever un drap et peut-être tu vas dire, mais oui, putain, le nazi en fait c'était un stand. Mais quand tu lis ça comme ça, à aucun moment tu peux te dire que les stands vont se développer. Non, tu peux c'est juste pas te possible. dire qu'il va falloir qu'ils réfléchissent un petit peu à encadrer son onde. C'est ça. Moi à ce moment-là, je suis plutôt à me dire ouais, faut affiner sur l'onde là parce que c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc je me dis pas du tout qu'il va changer de pouvoir juste après au final. Ouais. Dans pas très très longtemps effectivement. Disons que là, pour moi, c'est les hommes des piliers qui font office de stand. Enfin, je sais pas comment dire. C'est que par leur design, tu vois, ils rappellent plus des espèces de bizarreries. Ils sont pas humains, ils sont pas supra-humains, peut-être un peu extraterrestres, on sait pas trop. C'est un petit peu des dieux, tu vois. Ils sont jamais habillés ou vraiment de façon très chelou. Enfin, avec juste des bracelets, des pagnes. Ça dépend, il y en a un moment qui se la joue sobre. Quand même. Vraiment. Oui, il y en a un qui a un chapeau. Moi, je l'ai rebaptisé Geneviève de Fontenay. Mais bon, je trouve que voilà, c'est eux qui sont un petit peu étranges et qui vont un peu comment dire. C'est bizarre parce que tu sais que là, ça va être la fin de leur histoire. Sinon, tu sais pas comment l'histoire peut avancer. Mais ils sont quand même là pour te dire que il va y avoir du bizarre encore après. Et que, en tout cas, il y a un pouvoir, je crois que c'est ACDC, avec des espèces de tuyaux qui lui sortent des ongles. C'est absolument affreux et grotesque et t'as vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, mais tu sais les vieux films d'horreur avec tout ce qui était pas encore la 3D pour te faire croire à tout ce que tu devais voir, quoi, avec des effets spéciaux qui sont complètement ringards et qui sont aussi bizarres dans le sens où ils sont répulsifs, répugnants. Tu veux dire quoi. qu'ils sont aussi dégueulasses que bizarres, qu'un peu cheap, mais en même temps ça marche quand même. Tu vois, genre Hellraiser, il y a un peu ça, tu vois, c'est un peu cheapos, mais en même temps c'est dégueu. Et en même temps, on nous offre une fin où tous les effets spéciaux, si on les imagine dans un film live, là c'est tout le budget là. Ce serait incroyable. Déjà, l'avion dans le volcan. Oh là là. Ça ce serait juste parfait. Puis ensuite le punch pour finir. Enfin voilà, tout est assez fantastique dans cette fin qui m'a fait rire pour ensuite avoir l'épilogue. Bah ouais, l'épilogue. Là, c'est génial. Oui, mais c'est là où moi je disais quand même qu'on est sur une farce parce que tu retombes sur tes pattes et tu fermes le livre dans un grand éclat de rire. Ça peut pas être même s'il y a eu des épisodes hyper tragiques avec César, avec des révélations sur tout l'héritage Joe Star, ce qu'il est arrivé à son père, parce que finalement on lui a jamais dit qu'est-ce qu'il était arrivé à ses parents, à ce pauvre Joseph avant qu'il se marie. Avec Suzy Q. En plus. Bon, on peut conclure cette émission maintenant qu'on est arrivé au bout, qu'on allait jusqu'à dans l'espace. On peut donc conclure tranquillement cette émission. Tu veux prendre la parole en premier, Julie ? Bah, si tu me la donnes, je la prends avec plaisir. Parce que. Après, tu la donnes à Cagnard. Hein. Oh non. Mais c'était bien poli tout ça. D'habitude, lui, on se tape pour avoir la parole. Qu'est-ce qui se passe là ? Bah voilà. Bah, c'est parce que c'est Battle Tendency. On s'est dit, allez, on va remettre un petit peu de courtoisie là-dedans. Écoute, moi, quand je lisais donc Battle Tendency, je trouvais que si la saga, mais vraiment l'entièreté de la saga de JoJo's Bizarre Adventure devait être comparée à des repas, Phantom Blood, c'est une entrée. C'est un peu froid, c'est un peu bon, c'est costaud mais chiche. Alors que Battle Tendency, mais c'est un plat riche, tu vois, genre c'est calorique, c'est des haricots au lard à l'américaine, tu vois, il y a un truc faut que ça tienne au corps. Et t'as de tout, t'as du sucré, de l'épicé, t'as tout le reste des plats en fait qui sont dedans. T'as le fromage, les desserts, il y a tout qui est dans le même plat. Mais là après, une fois que t'as mangé ça, t'es calé quoi. Voire un peu écœuré, hein, c'est peut-être remonter un petit peu. Tu m'as bien comprise. Et en fait, moi je trouve aussi qu'il y a ce truc de ce qui fait en tout cas le charme de cet arc, c'est vraiment la personnalité de Joseph. Je pense que c'est pour pas mal de personnes, de lecteurs, vraiment le Jojo préféré, parce qu'après il y a un classement des Jojo, tu sais, parce qu'il est hyper charismatique, c'est celui qui est très humain en fait. Il a beaucoup de défauts, il en joue, il ne se prend
presque pas au sérieux, alors qu'il sait très bien, jusqu'au fond de son propre corps, à quel point il a un rôle important à jouer dans l'avenir de l'humanité, hein, on va dire, en toute modestie. Mais je trouve que c'est le fait que Joseph ait cette personnalité-là qui te permet aussi d'embrayer sur la suite de la saga. Et c'est pour ça qu'il a vraiment une place un peu comme un pivot dans la saga, et qui va t'aider à passer le cap du c'était une espèce de tragédie familiale absolument implacable et quelque chose de sombre, à quelque chose ça va être l'aventure. On sait pas où on va, mais on y va. On va au Japon. Ouais, exactement. Et puis en plus, faut le dire quand même, je pense que c'est quand même de lui que vient le côté hyper bagarreur de tous les JoJo qui vont suivre après, parce que pour le coup, ça c'est un peu son caractère, quoi. Cagnard. Alors, moi, si vous avez bien compris, hein, j'y suis pas allé avec les meilleures intentions du monde quand j'ai commencé. Parce que t'es fan de Jotaro, toi. Déjà, évidemment. Alors, j'avais justement un souvenir d'un récit qui était très lourd et très poussif. Et au final, je suis vraiment content de la relecture parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir, tout simplement. Mais bon, maintenant, c'est fini les conneries, ok ? On passe à ce que moi, je l'estime être le vrai Dlo. Je vous définis le vrai Dlo, c'est un lieu, un personnage, un pouvoir, un combat, Dlo gagne, prochain lieu. Et là, on va y arriver. Là, on va commencer à se faire vraiment plaisir. Et c'est le plus hollywoodien des arcs de JoJo's. Même si Steel Ball Run a un truc aussi, effectivement, un peu hollywoodien, un peu plus loin, mais encore différent. Il se passe aux États-Unis, c'est pour ça. Et c'est ça, à chaque fois qu'on revient aux États-Unis, il y a un peu de ça. En tout cas, il est hollywoodien dans tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais. Il y a de l'éclat, il y a de la qualité, mais aussi du bon gros ringue, du déjà vu, des révélations what the fuck. Et en fait, Lisa est ta mère. Oh, quoi ? Non. Et puis beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Et puis voilà, ce final totalement apocalyptique, totalement improbable. À quel moment tu te dis je vais me marier avec Suzy-Q. Oui, c'est vrai que ça serait ça le final. Et à quel moment tu te dis tiens, je vais aller au Japon aussi. Il n'y a pas plus hollywoodien comme manière de finir qu'un mariage, hein, après. Non, ça c'est un enterrement et un mariage. Oui, ça dépend le film après. Ça dépend, c'est ça. Donc voilà pour JoJo's Battle Tendency. On parlera donc de Stardust Crusader. On va prendre un petit peu de temps, hein. On va se laisser, je pense, l'été. Ah bah faut digérer. Il faut digérer Battle Tendency. Il faut digérer. Non, puis il faut vous laisser le temps de faire des économies pour les prendre au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de JoJo's en médiathèque également. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à se diriger vers les médiathèques et puis à les réserver, à patienter, parce que du coup vous allez être nombreux à vous diriger tout de suite vers les médiathèques pour les prendre, et donc il faut attendre votre tour. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés comme d'habitude. Si vous avez aimé cette émission, eh bien voilà, vous mettez un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Maintenant, il y en a même sur Spotify. J'ai pas encore exactement compris comment tout fonctionnait, mais il y a des systèmes de commentaires. On peut poser des questions sur Spotify en plus. Ouais, vu qu'on n'y arrive pas sur Messenger, je vais être honnête. Faut peut-être nous laisser un peu de temps pour Spotify. Il y a un groupe Messenger pour discuter également, et je pense qu'on a fait. Et puis après, tous les trucs classiques. Oui, il y a l'appli podcast d'Apple où je lis tous les commentaires. Si vous voulez me faire plaisir, allez-y. Et faites un big up à Cagnard. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on fera l'éloge de la paresse. Ah, enfin. Bah ouais, réforme des retraites, donc éloge de la paresse. Puis c'est la journée de la procrastination, la journée internationale de la procrastination. Faut qu'on s'entraîne aussi pendant une semaine à utiliser ce mot. Non, on fera ça demain. Et on en parle donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Parce que on va prendre notre temps du coup vu le type d'émission. Vous nous avez compris. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Merci beaucoup. Merci.